Donc, pour commencer, continuer notre cours, donc bonjour tout le monde, bon, bienvenue dans notre séance. Donc, la dernière séance, j'ai dit qu'on avait parlé de protocole de routage. Et dans le protocole de routage, nous avons dit qu'il y a des grandes familles. La première famille, ce sont les protocoles qu'on appelle les protocoles de type IGP. En anglais, I comme intérieur, G comme gateway protocol. Donc, et le deuxième groupe, c'est le protocole de type EGP, extérieur gateway protocol. Donc, le protocole IGP, ce sont les protocoles utilisés à l'intérieur d'un système autonome. Et le protocole EGP, c'est le protocole qui fait l'interconnexion entre ces deux systèmes. Okay? Vous les avez déjà abordés. Je reviens juste sur ces notions pour facilement... donc, si on a un système autonome, par exemple de Vodacom, ici, on a un système autonome de Orange. À l'intérieur des systèmes de Vodacom, c'est la configuration de routeur utilisera des protocoles de type IGP. À l'intérieur du système d'Orange, le routeur va configurer un protocole de type IGP. D'accord? Donc, vous avez ces deux grandes familles. À gauche, cette partie, ce sont les IGP. Et de l'autre côté, ce sont les EGP. Parmi les IGP, nous avons les deux grandes familles encore. La première famille, ce sont des protocoles à vecteur distance. Et la deuxième famille, ce sont des protocoles à état des liens. Donc, lorsque vous configurez RIP, par exemple, sur vos routeurs, RIP, c'est un protocole IGP vecteur à distance. Et IGRP, c'est un protocole IGP vecteur à distance. Mais OSPF, c'est un protocole IGP, mais à état des liens. OGRP tient compte de la bande passante. Les algorithmes comme l'algorithme de Dijkstra, ce sont les algorithmes qui peuvent vous aider à calculer le meilleur chemin. D'accord? Ça peut vous aider à calculer le meilleur chemin et pour passer d'un chemin à un autre. D'accord? Donc, pardon, il m'aime. Donc, pour passer d'un chemin à un autre. Donc, ça, ce sont les algorithmes qu'on appelle les algorithmes à état des liens à droite et ici des algorithmes de vecteur distance. Bellman-Ford, par exemple, lui, il est dans vecteur à distance parce qu'on compte le meilleur chemin par le nombre de sauts. Mais Dijkstra, lui, c'est à état des liens. On regarde la capacité de chaque liaison pour calculer, maximiser ou minimiser. Maintenant, le routeur qui est à la frontière entre les deux nuages, ce sont les routeurs de bordure. En anglais, on appelle souvent les BR. Les BR, ça veut dire les routeurs de bordure, border router. Ces routeurs auront deux configurations. Une configuration pour servir le routeur qui sont en interne et une autre configuration pour servir l'interconnexion entre deux réseaux différents. D'accord? Donc, ce sont des routeurs qui auront au minimum deux protocoles de routage configurés. À l'intérieur, on a besoin d'un seul, mais les routeurs qui seront des routeurs de frontière auront au minimum deux liaisons, donc deux protocoles de routage configurés. À l'extérieur, un protocole de type EGP tel que le BGP et à l'intérieur, un protocole comme OSPF ou bien EIGRP ou bien RIP. OK? Donc, ça, ce sont les différents protocoles qu'on peut avoir. Maintenant, lorsque vous configurez, le choix d'un protocole dépendra de tout ce que vous aurez comme environnement de configuration. Dans les petites entreprises, souvent, on n'utilise pas des protocoles de routage qui consomment beaucoup en termes de bandes passantes ou bien en termes de mémoire ou en termes d'espace de stockage. Un protocole EIGRP, l'OSPF, consomme beaucoup. C'est-à-dire, on l'utilise beaucoup plus dans les campus, dans les universités, les configurations de grandes capacités. Mais les configurations basiques, on préfère bien utiliser RIP version 2. D'accord? Mais quand vous avez un réseau, par exemple, d'un opérateur comme Vodacom, RTL, donc le routeur d'RTL sont configurés soit avec EIGRP ou OSPF. Entre deux réseaux différents, il faudra que le routeur de frontière supporte le BGP. Donc, tout ce que vous avez vu en licence 2, licence 3, c'est tout ce qui tourne autour de ces protocoles avec IPv4. Nous, dans ces cours, après avoir introduit IPv6, nous allons reprendre le même protocole
quels sont les changements qui ont été introduits pour supporter IPv6. D'accord? Ça, c'est la version IPv4, c'est supposé connu. Donc, on va quand même dans ces cours revenir rapidement. D'accord? Donc, vous allez me permettre certains diapos, je vais le passer rapidement, non pas parce que ce n'est pas important pour vous, parce que c'est considéré comme si vous les avez déjà fait. Donc, le RIP, lui, se base sur le nombre de sauts pour calculer le meilleur chemin. D'accord? On appelle ça la métrique. Sa métrique, c'est le nombre de sauts. Et l'algorithme qui est derrière, si vous avez fait le cours de recherche opérationnelle, c'est l'algorithme de Bellman-Ford, d'accord, qui consiste à calculer le moins de nombre de nœuds traversés pour atteindre une destination. Les algorithmes vecteurs distance sont RIP version IN, IGRP et IGRP. Même le RIP version 2 aussi, c'est vecteur distance. Quelle est la différence entre version IN et version 2 de RIP? C'est tout simplement l'utilisation de VLSM. RIP version IN ne supporte pas le VLSM, ce sont le masque par défaut, mais RIP version 2 peut supporter le masque étendu. D'accord? EIGRP et EIGRP, la différence, l'IGRP ne supporte pas le VLSM, c'est le masque par défaut, mais l'EIGRP supporte le VLSM et l'EIGRP a aussi la sécurité qui est configurée. Donc, l'algorithme derrière état des liens, ce sont des algorithmes qu'on appelle des digistar, d'accord, qui calculent le plus court chemin en se basant sur la capacité de chaque liaison. Donc, si vous avez fait le cours de recherche opérationnelle, vous avez également parlé de cet algorithme. Donc, les deux protocoles qui sont état des liens sont l'OSPF et IS ou AS-AS, d'accord? Donc, chaque opérateur, son réseau propre à lui, est appelé en termes techniques le système autonome. Donc, c'est un système autonome d'Amazon, c'est un système autonome de Vodacom, d'Orange. Donc, c'est le nuage, le réseau de l'opérateur. Et sur le plan international, chaque système autonome doit avoir un identifiant. Un identifiant public, ça veut dire le réseau sera reconnu à partir de l'extérieur. Un identifiant privé, c'est comme si vous créez vos propres sous-réseaux à vous, vos propres systèmes. Ces valeurs-là ne sont connues qu'en interne. En externe, on ne le connaît pas. On connaît un réseau en externe avec son adresse publique, d'accord? Pas avec son numéro privé. Donc, le protocole IGP sera dans le nuage, configuré dans le nuage, mais entre deux nuages, le routeur de frontière aura besoin d'un protocole de type EGP pour faire la liaison. Donc, ça, c'est un tableau qui résume la liste de ces protocoles. Maintenant, lorsque vous configurez un routeur, donc, il y a un certain nombre de commandes que vous allez taper. Et parmi les commandes importantes dans la configuration de routeur, c'est la configuration de protocole de routage. D'accord? Elle est très importante. Donc, quand on configure, il faut savoir comment configurer RIP, comment configurer EIGRP, comment configurer IGP, comment configurer tout le protocole de routage. Pourquoi? Parce que deux sous-réseaux différents ne peuvent pas communiquer si le protocole de routage n'est pas configuré. D'accord? Donc, en configurant le protocole de routage, il y a une route qu'on appelle la route statique. La route statique, ça veut dire que c'est une route qui est manuellement configurée. Donc, ce n'est pas une route qui est un routeur a appris dynamiquement. Non, c'est une route qui est statique. Donc, cette route va servir souvent de passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est l'adresse qui est utilisée pour envoyer le paquet vers une destination où on ne connaît pas exactement où va le paquet. D'accord? S'il y a une route par défaut, c'est cette route-là qui sera utilisée comme passerelle par défaut. Je ne commande pas un réseau, donc j'envoie le paquet dans la passerelle par défaut et la passerelle par défaut va s'en occuper. Comme l'Internet, on ne connaît pas toutes les adresses qui sont sur Internet. Donc, lorsque notre ordinateur reçoit une information, il dit je cherche telle adresse IP, l'ordinateur dit je ne connais pas, et l'ordinateur fait quoi? Achemine l'information à la passerelle par défaut. C'est à la passerelle par défaut d'envoyer à un nœud qui lui est attaché au fur et à mesure jusqu'à ce que la destination sera trouvée. D'accord? Donc, lorsque vous configurez la passerelle par défaut, vous avez le choix d'utiliser les adresses IP ou le nom des interfaces. Si vous utilisez les adresses IP, donc la commande pour configurer la passerelle par défaut, c'est IP route. Donc, IP espace route. L'adresse IP de la prochaine interface. Supposons que je suis dans ce premier routeur. Donc, je vais utiliser l'adresse du voisin, Fast Ethernet 00, son adresse IP, et je le mettrai ici avec le masque, et je mettrai par quelle interface le réseau va sortir. Pardon, j'ai inversé les choses. Quel est le réseau que je vais atteindre? Je vais atteindre 140, 230, 47, 0. Quel est son masque? Voici son masque. Est-ce que je connais ces réseaux directement? Non.
par où je veux que l'information soit envoyée? Je veux que l'information soit envoyée à Fast Ethernet 01. D'accord? Si je mets Fast Ethernet 01, ça c'est mon interface. Mais si je remplace Fast Ethernet 01 par une adresse IP, je mettrai l'adresse IP de l'interface voisine. Quand c'est le voisin, on met son adresse IP à la place de Fast Ethernet 01. Si c'est moi-même, je mets le nom de mon interface. Donc, la route par défaut maintenant a la valeur 000 comme adresse IP, 00 comme masse. Ça veut dire que tous les paquets dont on ne connaît pas la destination ou la sortie envoie ces paquets-là via 000 si cette route existe. Si la route par défaut n'existe pas et qu'aucune correspondance réseau n'est trouvée, le paquet sera détruit. D'accord? C'est ça un peu le principe. Souvent, on utilise la route par défaut comme chemin alternatif dans la configuration des réseaux. Comme on dit, par exemple, vous avez une connexion avec fibre optique, en même temps, vous avez aussi une liaison VSAT. Donc, la liaison VSAT, supposons que c'est le plan B. Au cas où la fibre optique ne marche pas, automatiquement rediriger tous les trafics vers la liaison VSAT. Donc, vous avez des liaisons comme ici, d'accord? Celle qui est pointillée et non pointillée. Donc, vous dites qu'au cas où la liaison non pointillée, qui est la liaison primaire, tombe en panne, c'est la liaison pointillée qui sera utilisée. Donc, la liaison pointillée sera configurée comme une route statique, mais pas comme une route dynamique, parce que la route dynamique sera choisie en priorité par rapport à la route ici. Donc, vous pouvez définir comment vous voulez que votre réseau se comporte. Donc, pour visualiser la table de routage, la commande, c'est Show IP Route. Ce sont les commandes Cisco, bien sûr. Vous allez voir aussi que Dell utilise la même chose. Huawei aussi presque. Donc, il y a différentes techniques qui sont utilisées pour empêcher qu'il y ait des boucles. Bon, je ne vais pas développer cette partie parce que ce n'est pas vraiment important. Donc, dans le routeur, ils ont mis des mécanismes pour empêcher qu'un paquet circule indéfiniment dans le réseau. Sinon, on aura une saturation des réseaux par des paquets qui n'ont pas trouvé leur destination. Donc, ces paquets-là doivent être soit détruits ou bien ces paquets-là doivent avoir une métrique assez élevée pour que ces paquets ne soient pas pris en compte. D'accord? Donc, ça, ce sont les différentes techniques qui sont utilisées. Je vais aller tout droit dans la configuration de protocole de routage. Par exemple, le protocole RIP, il y a deux versions. Donc, lorsque vous configurez RIP ou RIP version 2, c'est seulement un mot qui crée la différence. D'accord? Donc, lorsque je vais configurer le protocole RIP, la commande, c'est routeur RIP. Routeur RIP, ça veut dire que je vais configurer RIP et par la suite, j'ai défini le network. Donc, routeur RIP, le network. Le network, ce sont les différentes branches qui sont connectées à mon routeur et qui définissent les réseaux qui vont supporter les RIP. Supposons ça, c'est le routeur. J'ai une connexion à gauche, j'ai une connexion à droite, j'ai une connexion à gauche, droite, Z. Donc, j'ai X, Y, Z. Supposons X va utiliser le RIP, Y va utiliser les RIP, mais Z va utiliser le BGP. D'accord? Je suis un routeur de frontière. Donc, qui utilise les RIP? C'est X et Y. Donc, lorsque je vais configurer mon routeur, j'aurai à configurer deux protocoles de routage. Quand je vais configurer RIP, je vais commencer par la commande routeur RIP et network, le nom du réseau X, et à la ligne network, le nom du réseau Y. Donc, X et Y seront remplacés par les adresses réseau correspondantes. OK? Donc là, vous aurez RIP version 1 configurée. Pour passer de RIP version 1 à RIP version 2, il faut ajouter une autre commande à l'intérieur de RIP. C'est la version 2. Donc, quand vous ajoutez la version 2, automatiquement, cette version sera prise en compte. Donc, ici, je reviens vers ici, c'est le mot-clé version 2. D'accord? Le mot version 2 informe le routeur que vous êtes en train d'utiliser RIP version 2. Ça veut dire que le VLSM sera pris en compte. Le masque n'est plus un masque par défaut, mais c'est un masque étendu. Donc, on peut faire les débogages, récupérer les informations nécessaires. Donc, je vais passer cette partie pour RIP. Maintenant, passons au prochain protocole de routage, le protocole IGRP. RIP et IGRP, la différence, c'est que RIP, c'est un protocole standard ouvert à tout le monde. Mais IGRP, c'est propre au matériel Cisco. Si vous n'avez pas de routeur Cisco, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est propriétaire à Cisco. D'accord? Donc, c'est un peu qui fait la différence. Donc, je vais aller tout droit au but.
Tout ça, vous aurez ça dans le support. Ceux qui ont le temps pourront le lire. Donc, la configuration de routeur IGRP, c'est presque comme routeur RIP, mais sauf qu'à côté, après IGRP, il y a le mot, il y a le numéro du système autonome. Quand vous avez un réseau et un routeur qui est dans le système autonome, si c'est public, on va lui affecter un numéro à ce sous-réseau-là. Par exemple, on lui donne le numéro 400. Ça veut dire lorsque vous configurez le routeur, arrivé au niveau de l'IGRP, vous allez écrire routeur IGRP 400. Donc, c'est son identifiant. OK? Donc, et après, à l'intérieur, comme on avait fait pour le cas de RIP, c'est le network. Ça veut dire les différentes commandes. Network. OK? Donc, vous avez les différents networks que vous pouvez configurer. Et ici, ce qui s'ajoute, c'est le numéro du système autonome qui est juste à droite de IGRP. Lorsqu'on ne veut pas qu'il y ait une interface diffuse de mise à jour, on met cette interface en mode passive. Passive interface S00. Donc, l'interface n'enverra pas de mise à jour. Donc, tout ça, là, ce sont des valeurs à ne pas focaliser. Maintenant, je passe au protocole IGRP, c'est ça, la commande. Le prochain protocole, donc ça, ce sont les commandes. C'est RIP version 2, on en a déjà parlé. La seule différence qui s'ajoute comparé à la version IN, c'est le VLSM qui est supporté et deuxièmement, la notion de sécurité. Donc, RIP version 2, le détail, ce n'est pas vraiment important ici. Le plus important, c'est la configuration. Donc, vous avez routeur RIP, la version 2. Donc, ça permet de signaler que ce routeur supporte la version 2 du RIP et vous pouvez maintenant ajouter des networks qui vont représenter les différentes branches qui sont connectées à votre routeur. S'il y a 5 branches attachées au routeur, vous avez les 5 networks. Et si tous ces networks sont dans IGP, vous pouvez configurer un même nombre. Mais si certains sont dans EGP, d'autres dans IGP, mettez seulement sous RIP version de ceux qui sont dans IGP et ceux qui ne sont pas, mettez-le dans leur configuration respective. OK? Donc, l'authentification, c'est quelque chose que RIP version 2 a ajouté qui n'existait pas. Donc, deux routeurs peuvent échanger la table de routage, mais si la configuration, la sécurité est configurée, je ne suis pas obligé d'accepter une table de routage, à moins que le metteur et le récepteur se mettent d'accord sur l'échange. Sinon, aucun paquet ne sera consigné. D'accord? Donc, la sécurité n'existait pas avec RIP version 1, c'est introduit avec RIP version 2. Donc, le dernier protocole, c'est à l'avant-dernier, pardon, c'est l'OSPF. L'OSPF a beaucoup de similarités avec EIGRP, bien que l'EIGRP est classé parmi les protocoles. Des fois, on appelle ça hybride parce qu'il prend un peu de l'état des liens, il combine aussi avec le nombre de sauts. Donc, ce que nous pouvons retenir aussi au niveau de l'OSPF est que le processus pour avoir la table de routage, ce n'est pas un processus direct. Okay? Ça passe par plusieurs étapes. La première étape, d'abord, découvrir les voisins. On va créer une première table qu'on appelle ça la table d'adjacence, c'est-à-dire la table de voisinage. Vous l'avez fait avec recherche opérationnelle. C'est retrouver tous les nœuds qui sont voisins directs au nœud en question. Une fois que vous avez la table de voisinage, vous allez maintenant découvrir tous les nœuds qui sont dans votre système autonome, c'est-à-dire dans le même système autonome avec le routeur en question, et calculer leur route, leur destination. D'accord? Vous calculez le schéma pour chaque nœud, quelles sont les différentes possibilités et la solution. Et à la fin, cette nouvelle table-là qui sera exploitée pour maintenant générer la table de routage. D'accord? L'OSPF et l'IGRP utilisent les 3 étapes pour arriver à avoir la table de routage. Donc, l'algorithme le plus court chemin utilisé supporte le VLSM, métrique et le coût. OK? Donc, ça, ce sont les différents algorithmes. Donc, il y a des points que je préfère passer et m'arrêter là où je trouve que c'est important. L'une des particularités de l'OSPF comparé au RIP, le RIP, quand vous connectez le routeur, tous les routeurs sont visibles au même endroit. Mais les RIP, non. On crée un système qu'on appelle le zone, area. Chaque area va contenir un certain nombre de nœuds.
Donc, lorsque je déclare les branches avec OSPF, je dois insister telle branche était dans quel area pour lui affecter la valeur réseau correspondante. OK? Donc, il y a les différentes valeurs. Donc, on va aller tout droit maintenant au but dans la configuration. Lorsque vous configurez l'OSPF, vous lui donnez juste la commande routeur OSPF et un numéro de processus. Ce numéro n'a rien à voir avec le système autonome. Je peux lui donner le numéro 15 et le numéro 20 comme je veux. D'accord? Et je vais maintenant configurer la commande network. À chaque fois que je tape network, je tape toujours network, le nom de l'adresse IP, de l'adresse réseau. Ici, maintenant, on fait ce qu'on appelle le masque générique. Donc, le masque générique permettra de savoir combien de nœuds sont autorisés à communiquer dans le réseau. D'accord? Donc, si nous avons, par exemple, cette adresse réseau avec un masque qui était, par exemple, donnez-moi une minute pour dessiner. Donc, on a, par exemple, ces réseaux avaient pour masque 255, pardon, .255.00. Donc, si on remarque que le network, c'est ça, on veut connaître maintenant l'inverse. Donc, il faut faire 255 partout. Donc, ce qui va donner 000.255.255. Donc, c'est ce que vous voyez ici. 000.255. Oui. Donc, vous pouvez avoir un masque qui n'est pas vraiment votre masque que vous avez utilisé, mais vous pouvez calculer le masque générique. Maintenant, le dernier, passons à la configuration. Donc, c'est toujours ASPF. Ici, c'est le numéro du processus. Et vous avez les 3 networks que vous pouvez utiliser. Maintenant, attaquons le dernier point avant de clôturer ici. Donc, nous avons la configuration du routeur. D'accord? On peut créer dans l'OSPF une interface pour démarrer le routeur. Donc, on appelle ça le loopback. Alors, vous prenez une adresse réseau, vous affectez au loopback et cela va faciliter les choses. Donc, ça, c'est la configuration. Comme pour le cas des RIP version 2, l'OSPF permet aussi que 2 routeurs s'authentifient avant d'échanger les informations. Maintenant, la dernière partie, c'est l'IGRP. C'est aussi un l'algorithme utilisé ici et le multicast. Au fur et à mesure, si ces routeurs tombent en panne, les autres routeurs pourront prendre les relais. Donc, ils ont un système de routeurs désignés au niveau de l'OSPF. D'accord. Donc, les 3 tables dont je vous ai parlé tout à l'heure, on crée d'abord une table de voisinage, après on va créer une table de topologie et après on va générer la table de routage. Ça se passe au niveau du routeur. Donc, la configuration de l'IGRP, c'est comme la configuration de IGRP, mais sauf qu'on insiste pour le network de donner l'adresse réseau et vous pouvez mettre le masque inversé ou pas. Donc, tout dépendra de vous. D'accord? Donc, ça, c'est un peu la configuration de ces 3 protocoles. Donc, vous avez certaines commandes qui peuvent être utilisées, telles que debug IGRP, route, pour voir les différentes routes avec IGRP, debug IGRP summary, event, ainsi de suite.
Donc, on a eu dans ces deux premiers chapitres à parcourir rapidement le différents protocoles de routage. Donc, l'objectif pour moi, c'est juste de vous faire un rappel. Donc, vous avez même mes cours vidéo en ligne qui parlent déjà de ça. Vous avez des cours sur Google qui en parlent. Donc, si vous voulez vraiment approfondir là-dessus, vous pouvez les approfondir. Donc, dans le cadre du cours, moi, je préfère m'arrêter sur ces points-là. Donc, ce que je vous mettrai en ligne ou je vous proposerai, c'est beaucoup plus un TP sur paquet tracer pour juste s'assurer que vous maîtrisez la configuration du début jusqu'à la fin. OK? Donc, regardez le contenu des gens de L2, de L3, c'est ce que nous avons fait, et vous allez avoir beaucoup plus un grand tableau. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser maintenant. Moi, j'ai une question. Oui. La présentation des protocoles de routage, disons, les protocoles de routage que vous nous avez présentés, est-ce qu'ils sont encore, est-ce qu'ils sont utilisés, par exemple, dans les environnements cloud, chez Amazon, par exemple? Tu dis, répète un peu. Je voulais savoir si les protocoles dont vous nous avez parlé Oui. sont utilisés aussi même dans les environnements cloud comme... OK. Non, c'est que dans le cloud, on utilise beaucoup plus. Oui, certains des protocoles sont utilisés, mais pas tous, mais c'est utilisé de façon virtuelle. OK? C'est utilisé de façon virtuelle. Et même tout le protocole que nous commençons à avoir maintenant, beaucoup c'est fait beaucoup plus au niveau software maintenant. Et ce qui fait qu'on essaye de ramener ça sous forme de machines virtuelles et de communication point to point. Ce qui est réellement fait, c'est d'abord au niveau physique, d'accord? Avant d'aller trop dans le cloud, parce que même si vous déployez le cloud n'est qu'un ensemble de différentes machines avec des espaces de stockage, avec un réseau rapide qu'on appelle le Storage Area Network, le SAN, d'accord? Pour permettre de stocker rapidement. Donc, tous ces matériels réseau sont interconnectés. Ça, c'est un. Donc, les matériels réseau sont interconnectés. Ça, c'est un. Et de deux, les différents protocoles de routage, les différentes configurations sont configurées d'abord sur le vrai matériel. D'accord? C'est configuré d'abord sur le vrai matériel. Maintenant, sur le cloud, qu'est-ce qui va intervenir? On vous propose des fois des outils que l'opérateur du cloud lui-même le gère sous forme software. Il vous dit, je vous donne par exemple un border gateway comme un routeur. Il vous définit déjà, disons, les différents paramètres. Ce n'est pas forcément l'OSPF qui est là, mais c'est juste un algorithme qui est là qui va gérer le transfert de l'information. Mais cet algorithme, il a le même comportement comme l'OSPF. Ouais. Mais ce n'est pas souvent l'OSPF tel que c'est défini dans le routeur physique. Ouais. Oui. D'accord, merci. Il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde a utilisé déjà Packet Tracer? Oui. Moi, ça fait longtemps. Basique seulement. Ah, OK. Mais prof, vous avez suggéré GNS3, je ne sais pas. Exactement. GNS3, c'est à partir de vendredi. GNS3, c'est mieux. Juste Packet Tracer pour tout ce qu'on a fait comme RIP version 2, l'OSPF, le BGP. Nous devons juste utiliser Packet Trace pour pallier au problème de configuration de l'OSPF,
C'est-à-dire pour vous, par exemple, lorsque vous rentrez à la maison, bien, bon, vous êtes déjà à la maison, vous voulez rafraîchir un peu les idées sur BGP, tout paquet 13, sur OSPF, RIP, version 2 et IGRP, l'outil rapide qui peut vous aider à faire des petites simulations, c'est paquet 13. Mais vous pouvez le faire aussi avec GNS3, d'accord? Donc, GNS3, c'est quand même très avancé. Ça va vous aider à beaucoup de choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez déjà à trouver des moyens d'installer GNS3. Donc, vous n'êtes pas obligé d'installer Packet Trace sur maintenant. Vous pouvez directement aller sur GNS3, installer GNS3, chercher en ligne un système d'exploitation de Cisco pour GNS3, vous le téléchargez, vous l'installez, ça va vous aider à beaucoup de choses. D'accord. S'il vous plaît, Paul. Oui. S'il vous plaît, prof. Je ne sais pas si j'ai une question. Oui. Par rapport à aux images des routeurs Cisco sur GNS3. J'ai du mal à trouver des images gratuites. OK. Je vais encore chercher parmi mes liens parce que moi-même, je vais me retrouver dans cette situation. Je me rappelle à l'époque, quand j'utilisais beaucoup GNS3, il y avait un site là où on trouvait des images. On essayait un peu de, euh, de télécharger gratuitement ces images-là. Tout dépend de la version. Il y a par exemple la version 2660, 2960, pardon. Ce sont des versions, des fois les images sont gratuites. Tout dépend de quel modèle. Donc, ou bien 3600 par exemple. Donc, ce sont les modèles où vous pouvez trouver. Je vais encore chercher les liens. D'ici le vendredi, je reviendrai vers vous avec un lien qui pourra nous aider à télécharger ces différentes images. Yeah. Ah, d'accord, merci. Donc, je vous en prie. Moi j'avais juste une petite demande. Je ne sais pas si vous avez prévu aussi des petits TP théoriques parce que nous, les pratiques, souvent, bon, je parle pour ceux qui n'ont pas un peu de temps pour faire. Je t'attends toujours en bas, hein, mais c'est Godwill. Je ne sais pas qu'est-ce que tu mets comme micro. Là, vous m'entendez mieux? Bon. Je vais mettre le casque pour mieux t'appréhender. Vous m'entendez mieux là, prof? Donnez-moi juste une minute. D'accord. OK, vous pouvez parler. Oui, je disais que est-ce qu'il y a aussi des TP un peu théoriques parce qu'en pratique, là, on fait un peu moins de points parce que le temps de faire un peu ces côtés pratiques. Je ne sais pas s'il y aura aussi des TP un peu théoriques, question aussi peut-être de faire. Oui, le TP théorique viendra, par exemple, quand on va commencer IPv6. C'est juste pour, par exemple, connaître bien le calcul de l'IPv6. Même le VLSM qu'on a fait, le VLSM, normalement, c'est un calcul sans machine. Hein. Vous-même, vous segmentez. D'accord? C'est parce que je ne le fais à distance, je ne fais pas sur place, on ne peut pas traîner. Mais il y aura des TD qui seront proposés. Maintenant, au niveau master, c'est que moi, je vous encouragerai beaucoup plus. C'est de moins en moins utiliser le calcul papier ou autre chose, c'est d'aller vraiment vers les machines, la configuration réelle. Pourquoi? Parce que quand vous êtes directement sur le plan professionnel, on ne vous pose pas la question est-ce que tu sais calculer le VLSM? Est-ce que tu as déjà configuré? D'accord? Donc, est-ce que tu as déjà configuré IPv6? Tu peux bien connaître théoriquement IPv6, mais si tu n'as pas déployé un environnement avec IPv6, tu vois, par exemple, un TP de IPv6, je peux dire, voilà, je donne à cette machine telle adresse IPv6, telle. Mais est-ce que réellement, vous l'avez déjà testé, vous avez fait le ping entre les deux machines et vous avez vu le résultat? Donc, c'est dans ce contexte-là, quand vous configurez un routeur avec IPv6, vous configurez les ordinateurs avec IPv6, vous testez ça avec GNS3, vous voyez les résultats, vous avez déjà une idée, vous savez de quoi vous attendre par la suite. Ouais. Donc, il faut juste combiner les deux. Un peu de théorie, c'est-à-dire tout ce qui est calcul théorique. Oui, on doit avoir cette partie-là, mais de votre côté, il faut pousser les bouchons beaucoup plus loin sur le côté pratique parce que après le master, c'est la vie professionnelle pour certains, d'autres en ont déjà, mais certains voudront montrer à la face du monde qu'ils savent faire quelque chose
Et souvent, les entreprises poseront la question, qu'est-ce que tu sais faire? Parce que pas qu'est-ce que tu connais, d'accord? Donc, c'est pour cela que j'insiste beaucoup côté pratique pour le master, pour sortir du master avec quelque chose. Mais côté théorique, oui, on doit garder cela pour ne pas perdre aussi l'aspect recherche de ces masters. Ah, d'accord. Mm. OK, d'accord, d'accord. OK, je crois que s'il n'y a pas de réunion, s'il n'y a pas de commentaires, nous allons juste ajourner, plutôt clôturer notre séance d'aujourd'hui. C'était un peu rapide, mais on aura tout le temps les vendredis pour parler des IPv6 calmement, parce que c'est un nouveau chapitre pour vous, donc j'essaierai de ne pas être rapide comme ce fut le cas aujourd'hui. D'accord, ça va. D'accord. D'accord. OK, bonne soirée tout le monde.